Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Chers amis, nous recevons aujourd'hui Charles Gave. C'est moi. C'est lui. Bonjour monsieur. Bonjour Charles Gave. Alors, Charles Gave, je ne vous présenterai pas à nos téléspectateurs, vous êtes un habitué de Politique et Économie, mais l'actualité, évidemment, va vous placer en tant qu'économiste et financier au centre de la question, car vous venez de publier sur l'Institut des Libertés un très bon article, Guerre Russie-Ukraine, conséquences économiques et financières, et nos téléspectateurs auront compris que nous allons explorer les conséquences économiques et financières de cette guerre. Pierre vous posera la première question. Charles Gave, cette très chère Union européenne présidée par notre très cher Emmanuel Macron a décidé plusieurs sanctions économiques contre la Russie, deux notamment qui pèseront très lourd. L'exclusion d'un certain nombre de banques russes du système SWIFT, la fameuse plateforme pour les transactions interbancaires, et la paralysie des actifs de la Banque centrale russe. Quelles seront les conséquences de ces deux sanctions pour l'Europe, la Russie et les États-Unis ? Bien, c'est une question simple. Bien sûr. Bien sûr. Passons à la première, parce qu'elle est intéressante. Vous savez que nous vivons dans un monde un peu compliqué, où il y a des transactions qui se passent sur les marchés financiers et qui sont ce qu'on appelle des transactions sur tout ce qui est les produits dérivés. Voilà. Vous savez, tous les produits dérivés. Les produits dérivés, techniquement, c'est un système d'assurance où les gens s'assurent les uns les autres. Et c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que quelque part, vous vous assurez, le type, vous payez quelque chose, il vous assure, et puis lui, il se couvre avec un autre truc. Donc tout le monde s'assure, et puis si on les mettait à zéro, il ne se passerait rien. Mais par contre, si dans la chaîne, il y a un des assureurs qui saute, toute la chaîne saute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça s'est passé en 2007. Justement, c'est... Les Lehman Brothers, quand Lehman Brothers a sauté, toute la chaîne de réassurance a sauté, on a eu une crise épouvantable. Et la comparaison chaîne est très bien. La chaîne a la force du maillon le plus faible. Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train, sans savoir ce qu'ils font, de casser toute cette assurance internationale qui passe par les marchés financiers. Je vous donne par exemple, mettons qu'une grande compagnie de pétrole russe décide de vendre des options, des calls sur le pétrole. Je vais vendre des calls sur le pétrole, il est assez haut, et comme ça je me ferai un peu plus d'argent. Et puis quelqu'un pourra exercer ses calls, je m'en fous, puisque je livrerai le pétrole, donc j'ai pas de problème. C'est acheté, mettons, par Goldman Sachs. Goldman Sachs ensuite se retourne et vend un swap à... EDF. Mais maintenant, si la banque par laquelle c'est passé, la banque russe qui a fait l'offre à Goldman Sachs, ne peut plus recevoir de dollars ni de payer de dollars, ça saute. Ouais. Et donc EDF, qui croyait s'être rassuré en achetant la contrepartie chez Goldman Sachs, qu'il avait elle-même acheté à la Russie, se retrouve sans pantalon. Voilà. La chaîne est brisée. La chaîne est brisée, et donc je n'ai pas la moindre idée, je me suis renseigné ce matin, à des gens qui sont les spécialistes de ça, par exemple, la SocGen qui s'occupe de ça, ils me disent, on n'a pas la moindre idée des produits dérivés qui existent dans le bilan des intermédiaires financiers russes. On ne sait pas. Et qui sont les contreparties de ces produits chez nous. C'est-à-dire qu'on est peut-être en train de nous préparer une crise, c'est-à-dire que ce que vont dire les banques russes, c'est que vous êtes gentils, mais c'est un cas de force majeure. C'est vous qui avez décidé, je ne peux pas vous payer, j'ai plus accès au dollar, j'ai plus... Et voilà. Donc, et voilà, c'est tout. Donc, on a un cas de force majeure, et toutes ces opérations peuvent se dénouer dans un désordre total. Donc je me dis, ils sont fous. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai la sensation qu'on a des gens au pouvoir qui sont des galopins, qui ne comprennent pas la complexité du monde dans lequel on vit. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, il est possible qu'il ne se passe rien, mais je sais en tout cas que la Russie est l'un des plus gros producteurs de matières premières dans le monde. Pétrole, gaz, aluminium, cadmium, nickel, blé, et que toutes les opérations sur les matières premières font toujours l'objet
de couverture dans tous les sens, parce que les gens, le fabricant de spaghettis achète son blé à terme, ce que je veux dire. Voilà, exactement. et ou vend une option dessus, ou j'en sais rien. Il fait ce qu'il veut, c'est comme ça qu'il gère sa trésorerie. Donc la réponse est, je n'ai pas la moindre idée de la façon dont le secteur financier va résoudre ce problème, parce que d'un seul coup, on lui enlève son objet. C'est-à-dire, ça me paraît, mais oui, si vous voulez, une histoire de fou, et personne n'en parle. Alors on peut faire l'hypothèse que ça va freiner donc les circuits, ou à tout le moins, et que ça va créer des pénuries. Mais non, mais ça peut mettre des gens en faillite, parce que, imaginez Goldman qui aurait acheté massivement des calls et qui a vendu massivement des options. Et comme ils sont plus couverts ici, si d'un seul coup les gens exercent leurs options que Goldman a vendues en croyant être couverts, Goldman saute. Alors ça, c'est le krach financier, alors. Mais c'est le krach financier. Eh oui. C'est ce qui s'est passé quand Lehman Brothers et AIG ont sauté en 2008. Tout le monde s'est retrouvé. Il a fallu... ça n'a pas été facile. Non. Mais là, c'était pas une opération. Là, c'était simplement des privés qui avaient fait des imbécilités chez AIG et chez Lehman. Là, c'est les États qui décident d'eux-mêmes de se tirer une énorme balle, je dis pas dans le pied, mais dans la tête. Les Européens avaient déjà sanctionné la Russie à partir de 2014. Ça avait été quoi déjà les conséquences? Mais les conséquences, mais là, ils ne touchaient pas au système financier, ils ne touchaient pas au système des couvertures, ils ne touchaient pas au SWIFT, ils ne touchaient pas au paiement. Je vous dis, personne ne sait quelles sont les positions ouvertes sur le système des matières premières russe. Ah oui. Personne. Personne n'a la moindre idée. Et ils ont fait ça quand même. Enfin, je vous dis, sans connaître la réalité mais sans savoir les influences que ça pouvait avoir, ça peut déclencher un... Alors, bon, en admettant que ça se passe bien, quelles sont les conséquences? La première conséquence que je souligne dans cet article, c'est que vous regardez la Russie. Bon, la Russie, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des comptes courants excédentaires, très largement. Oui. Pas de déficit. Pas de déficit intérieur. Elle a des réserves de change qu'on vient de lui bloquer, ce qui est un autre scandale dont je vais parler aussi, de l'ordre de 600 milliards d'euros, mais grâce à Dieu, elle en a 25 ou 40% en or, on ne sait pas très bien, et puis elle en a en yens et elle en a en yuan. En yuan, donc là, elle s'est à peu près couverte, mais quand je vois la Banque Centrale Européenne allemande décider que les obligations en Deutsche Mark n'appartiennent plus à la Russie, c'est une déclaration de guerre. Absolument. C'est une déclaration de guerre. Donc, là, quelque part, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Et je ne sais pas si j'étais allemand, mais dans l'histoire, quand ils ont déclaré la guerre à la Russie, ça leur a rarement réussi, quoi. Oui, ça. Enfin, il y avait ce que disait... Ça a commencé par Barbarossa, mais ça s'est fini à Berlin. Ça s'est fini à Berlin et ça s'est fini à la petite cuillère. On les a sortis un des trous, quoi. Donc, Sur cette paralysie, Charles Gave, des actifs de la Banque centrale russe, c'est, vous venez de le dire, à 600 milliards d'euros, c'est 630 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça peut avoir sur la politique russe la politique russe, si j'ose dire, elle n'en a rien à foutre. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont excédentaires dans tous les domaines. Ils ont de quoi venir. Ils ont de quoi venir. Vous savez, quand Mme Thatcher avait voulu se payer les mineurs, elle avait fait des réserves de charbon pour 2 ans. Une fois qu'elle avait fait ses réserves de charbon, elle se les a payées, et puis les mineurs, bon, ils n'ont pas tenu 2 ans. Bon. Là, la Russie s'est mise en ordre de guerre, mais regardons l'Europe. Ils vont toujours avoir l'argent du gaz qui va arriver, les Russes. D'abord, ils vont avoir l'argent du gaz, et quand bien même n'arriverait-il pas, ils ont, d'après mes calculs, à peu près 2 ans de couverture de leurs importations avec les réserves de champ qui leur restent. Pas celles qui ont été bloquées. Oui, bien sûr. Donc, ils en ont, mais alors, strictement rien à cirer. Mais nous... Oui, si les Russes décident, puisque vous m'emmerdez, je vais vous bloquer les exportations de gaz et les exportations de pétrole, l'économie allemande s'arrête. Oui. Mais net, 40%. Comment vous faites tourner une économie quand il y a 40% de l'énergie qui disparaît? Il faut noter que le blocage de SWIFT, c'est uniquement pour les banques qui ne servent pas à l'alimentation en gaz pour les Européens. Oui, j'entends bien, ce qui est déjà d'une hypocrisie totale, mais vous ne savez pas s'il n'y a pas une banque russe qui a un accord avec une autre banque russe, que l'autre banque russe, est justement avec des produits dérivés, va sauter, ce qui va faire sauter la première banque. Et donc, c'est s'imaginer que vous savez, le monde financier, ça n'est qu'un immense réseau. Voilà. Il y a un effet domino qui va se produire. Et donc, qui peut se produire. Il y a un effet, comme il s'était produit en 2008-2009, il y a un effet où ça peut partir d'un seul coup. Et à ce moment-là,
tout s'arrête. Et la vélocité de la monnaie tombe à zéro. Or, la vélocité est un des facteurs essentiels de la monnaie, bien sûr. Exactement. C'est une des définitions de la monnaie. Exactement. Mais donc, alors... donc, honnêtement, je ne comprends pas que des gens raisonnables s'amusent à des choses comme ça. C'est... je sais pas, c'est... Mais surtout que les Russes peuvent échapper à SWIFT, puisqu'ils ont leur propre... en mais interne, ça, ils ont leur propre et puis en système. plus, ils ont déjà un système interne de paiement, puis ensuite, ils ont fait un accord avec les Avec Chinois la pour en Chine. avoir un autre. Oui. Ils ont une partie importante de leurs réserves en yens. Là aussi, c'est un très gros partenaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Européens viennent de se tirer une balle, je dis, dans la tête, mais qui est incompréhensible parce qu'eux, ils sont dans une vulnérabilité totale. Voilà. Ils ont besoin de l'énergie, ils sont en déficit extérieur, je veux dire, mais ils ont des déficits monstrueux, si les taux d'intérêt montent, ils sont cuits. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est incompréhensible. Alors, à vous entendre, il faut bien comprendre qu'au début de l'article, vous dites mon but n'est pas de porter un jugement moral sur la décision de Poutine. Vous dites aussi que vous avez été surpris de voir se lancer dans une aventure militaire dont l'issue, comme toutes les aventures militaires, peut être fatale. Donc il ne s'agit pas de se positionner sur la question de Poutine, il s'agit de comprendre que l'Europe, si je vous ai bien compris, a déclaré la guerre économique alors même que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. D'abord, on n'est pas en guerre avec la Russie, et que la Russie peut supporter à peu près n'importe quel blocus, et que nous, on ne peut pas. Donc la principale victime de ce conflit, c'est l'Europe. Bah oui, comme toujours. Et de l'autre côté, Charles Gave, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont retirer de cette crise qu'ils ont organisée? Justement, n'importe quel type intelligent, comme l'était Brzezinski, qui a écrit sur le sujet, ou Kissinger, qui ont beaucoup écrit sur le sujet, le but essentiel de toute la diplomatie américaine, ça aurait été d'empêcher à tout prix le rapprochement entre la Chine et les États-Unis. La Chine et la Russie, pardon. Or, ils font tout pour pousser la Russie dans les bras de la Chine. Donc, écoutez, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Alors, je crois qu'ils veulent maintenir leur protectorat, la colonisation de l'Europe, quoi. Oui. Je crois que c'est tout. Ils veulent maintenir l'OTAN en vie, de façon à ce que les Européens continuent à se coucher, quoi. Ce qu'ils font volontiers. Il y en a un certain nombre d'entre eux qui se couchent depuis toujours. Oui. Mais alors, malgré tout, est-ce que les États-Unis sont capables d'apporter à leurs partenaires europééens ce qui va leur faire défaut du côté de la Russie? C'est ça la question. Je voulais toutes les études que je fais, Dieu sait que j'en ai parlé. Le gaz de dans schiste. Tous mes écrits, le gaz de schiste, si, on peut essayer de le faire remonter, mais en même temps, il est déjà passablement vendu aux Asiatiques. Donc ça va être une bagarre entre les Européens et les Asiatiques pour essayer d'acheter le gaz qui est disponible aux États-Unis. Mais cet animal de Biden a arrêté le pipeline qui amenait le pétrole canadien vers les États-Unis. Ce qui fait la première décision dans sa présidence pour sauver la planète, vous savez. Ah oui, d'accord. Il y avait un pipeline qui était monté, qui était fini. Il devait aller des champs pétrolifères canadiens vers le Midwest américain. Eh bien, il a arrêté ça, première décision prise. Donc maintenant, il n'y a toujours pas de pétrole canadien qui arrive. Donc la seule façon que peut faire le pétrole canadien, c'est d'aller vers la côte ouest et d'être vendu à la Chine, moins cher. Donc encore une fois, c'est complètement idiot. Mais je crois, je vais dire un truc, que nous ne sommes plus, je ne suis pas du tout certain de ce que je vais dire, mais nous sommes maintenant dans un monde qui est géré selon des critères quasiment religieux. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Une morale. Moraux et religieux. Une moraline aiguë. On a atteint une moraline aiguë. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on pense que ce que fait l'autre n'est pas bien, et donc on a le droit de l'en empêcher. Parce qu'enfin, c'est très mal d'avoir envahi l'Ukraine, et je ne juge pas, mais enfin... Il y en a des pays qui ont été envahis depuis une quarantaine d'années. Et puis, les États-Unis opposent aujourd'hui à la Russie des principes de droit qu'ils ont violés en Irak, au Kosovo, en Syrie, en Libye. Oui. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Donc, c'est vraiment, faites ce que je dis et faites pas ce que je fais, quoi. J'aimerais que vous réagissiez, Charles Gave, aux propos récents du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a dit qu'il n'y aurait que les conséquences des sanctions occidentales seront limitées pour les entreprises. Elles sont peu exposées.
Les ménages français n'ont pas d'inquiétude à avoir, sauf pour le gaz qui arrive en France pour 20% en provenance de Russie. Les entreprises françaises et les ménages n'ont rien n'auront aucun problème dans les mois à venir. Rappelez-moi qui est Monsieur le maire déjà. C'est un monsieur qui écrit des romans. Et là, il est un petit peu dans le roman. Là. Mais c'est pas lui aussi qui vient de dire qu'il allait faire s'écrouler l'économie russe. Oui. Il a déjà fait s'écrouler l'économie française. À mon avis, là, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle, oui. Il sait de quoi il parle. Mais s'il s'imagine qu'il va la faire s'écrouler, c'est complètement idiot, puisqu'elle, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas investi depuis 12 ou 15 ans, encore une fois pour sauver la planète, on n'a pas investi ni dans l'énergie, ni dans les métaux, ni dans toutes les matières premières. Et donc, il y a une pénurie totale de matières premières. Donc, je ne sais pas exactement ce que ce monsieur pense, mais il est tout à fait évident que le prix des matières premières, avec le prix du pétrole, va continuer à péter à la hausse. Et que si le prix du pétrole passe à 200, 300, 400 $ le baril, le ménage français, le gilet jaune de base, pour faire le plein de diesel en fumant sa clope, il va avoir du mal. Hein. Oui, mais je pense qu'il n'y aura pas que lui. Il y aura aussi toute la classe moyenne qui va suivre. Toute la classe moyenne. Mais je vois déjà, j'ai des gens qui sont très proches de moi, qui commencent à payer leurs factures, vous savez, pour leur appartement. Le loyer. Non, pas le loyer, les charges. Ah, d'accord. Les charges payées au syndic. Les charges payées, mais c'est inimaginable, la hausse. Et c'est inimaginable. C'est un doublement. Ouais. Et donc, d'un seul coup, vous vous retrouvez devoir payer 1 500 € par mois de charges, alors que vous en payez 700, quoi. Donc, 1 500 €, 750 de plus, il y a des tas de gens qui... Étranglés. Vous évoquez cette récession en Europe qui va venir à cause de ce doublement des prix. Oui. Cette destruction de l'industrie européenne qui va continuer, qui va en profiter à la fin? Les gens, d'abord les concurrents, qui sont la Chine, qui va à nouveau être le pays où l'énergie sera la moins chère. Donc avec un avantage concurrentiel gigantesque pour son industrie, puisque, si vous voulez, je pense que le coût du travail est à peu près le même partout maintenant, le coût du capital est à peu près le même partout, et donc la seule différence, c'est le coût de l'énergie. Donc vous allez vous retrouver avec une Chine extraordinairement efficiente, et peut-être ils ramasseront les meilleurs morceaux de notre industrie à prix cassé. Peut-être aussi quelques compagnies américaines. Peut-être aussi quelques compagnies américaines qui viendront, à condition de passer par le gouvernement français et des choses comme ça. Mais à ce moment-là, il faut payer des commissions au gouvernement français, ce qui est embêtant. C'est parce qu'on peut se faire choper un jour. Ça, en effet. Enfin... on voit que l'économie russe est quasiment totalement dédollarisée. Oui. À votre avis, est-ce que cette opération de dédollarisation était en vue de faire cette opération militaire? Non, mais c'est pas ça. C'est à partir du moment où on veut vous mettre des missiles à 200 km de la frontière ou à la frontière, vous n'allez pas vous servir de la monnaie de l'ennemi. Vous savez que la première des choses qu'il fera, c'est de vous coincer. Mais la vraie question, c'est que la Chine a 3200 milliards de bons du trésor américain. Ah oui, alors ça, en effet, oui. Les Chinois, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que je vais en foutre? Parce qu'ils peuvent me les piquer du jour au lendemain. Comme ils ont fait à l'Iran, comme ils ont fait maintenant à la Russie. Alors, ils avaient commencé à baisser quand même. Ils ont baissé un petit peu. On voit bien que ça fait un petit moment que ça augmente plus, mais 3200 milliards, c'est beaucoup de pognon. Hein. Il y a plus de... c'est que, mais c'est peut-être plus vrai ce que je dis, mais ça l'a été pendant longtemps. La Banque centrale chinoise a plus de dollars dans son bilan que la Banque centrale américaine, quand même. On voit que les hydrocarbures étaient payés en dollars à 100% en 2013. Aujourd'hui, ça n'est payé plus qu'à hauteur de 10%. Oui, mais la question, c'est est-ce que la Chine va faire ça? Et deuxièmement, si la Chine fait ça, est-ce que toute l'Asie va suivre? Parce qu'à ce moment-là, toutes les transactions entre pays asiatiques, c'est ce que j'explique depuis longtemps aussi, toutes les transactions entre pays, quand la Corée fait des exportations avec la Thaïlande, c'est facturé en dollars. Et ce que dit la Chine, c'est que si vous avez à vous emmerder à facturer en dollars, ça vous force à avoir des dollars, ça vous force à les garder, ça vous force à les gagner pour commencer. Donc avoir un courant excédentaire. Bien sûr, par les exportations. Les exportations. Et donc ce qu'il faut faire, c'est que vous facturez l'un l'autre avec vos propres monnaies. Elles sont très stables les unes vis-à-vis des autres depuis un long moment. Et si vous avez besoin d'un peu d'argent, moi je peux toujours vous faire une fin de mois. Hein. Donc ça contribue à la dédollarisation. Le grand but de la Chine depuis 10 ans, c'est de dédollariser l'Asie. J'ai écrit un livre là-dessus. Pour résumer et pour passer à la deuxième partie, la présidence de l'Union européenne d'Emmanuel Macron avec ses sanctions, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est toujours pareil. Vous savez ce que disait Theodore Roosevelt, qui était un très bon président américain? Il disait, quand vous êtes dans la diplomatie, il faut parler très doucement et porter une très grosse massue. Oui, big stick. Big stick. Porter une très grosse massue, parce que pour pouvoir taper sur la tête du gars, quoi. Et c'est ce que les Américains ont fait pendant très longtemps. Maintenant, M. Biden, il parle très très fort, et M. Macron... Mais il a un tout petit bâton. Et ils ont un cure-dent. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, si vous laissez... Ça me rappelle les déclarations faites par M. Macron sur la façon dont il allait pacifier les banlieues, quoi. Il n'y a pas 36 façons de pacifier les banlieues. Hein. C'est que vous envoyez des forces militaires, paramilitaires, n'importe quoi, pour ramener l'ordre dans ces endroits. Or, il ne l'a jamais fait. Donc, monsieur Macron pense que l'expression verbale suffit à l'exécution d'une politique. Hélas, non. Pour vous, M. Macron vient de relancer la guerre froide? C'est pas une guerre froide. C'est une guerre qui est beaucoup plus compliquée que ça et à la fois beaucoup plus simple. Comment dire, j'ai écrit aussi il y a 5-6 ans une série de papiers sur, je vous en avais peut-être parlé ici, je sais plus, les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, les hommes Oui. des arbres, c'est ceux qui sont sous leur arbre, qui attendent que le truc fruit tombe. Et puis ils sont Les contents. hommes des bateaux, ils coupent l'arbre, ils construisent des bateaux pour Allez aller... voir si dire d'un côté, pas mieux. Belle métaphore, oui. Oui, et bien aujourd'hui, si vous voulez, c'est une lutte entre les hommes des arbres, dont le champion est Biden, et Poutine, et les hommes des bateaux, qui pensent que leur monde virtuel est la réalité. Mais c'est pas vrai. Vous avez un monde virtuel, un monde réel. Poutine est dans le monde réel, et Macron est dans le monde virtuel. Et il pense que quand il a tué quelqu'un sur un jeu vidéo, il a fait un acte de courage. Mais non, c'est-à-dire qu'on retourne dans une période où la guerre redevient d'actualité. Parce que les hommes des arbres font la guerre. Ouais. C'est même ce qu'ils font le mieux. Ils aiment ça, parce qu'ils aiment la terre sur laquelle ils sont. Donc, si vous voulez, on est de retour dans ce que disait De Gaulle, c'est l'épée et l'axe de l'histoire. Et l'histoire... La guerre est l'axe de l'histoire. Et maintenant, on est en train de s'en rendre compte. Donc, on est l'histoire en est train de tragique. revenir. C'est pas la guerre froide, hein. C'est Non. la guerre tout court. Et l'histoire est tragique. Et l'histoire est tragique. Et c'est la fin des thèses de Fukuyama. Voilà. C'est la fin du monde qui se... On n'y a jamais cru. Ouais. Enfin, il y en a qui y ont cru quand même. Oui, c'est ceux-là qui sont au pouvoir partout. Oui, en effet. C'est ceux-là qui sont au pouvoir partout, qui ont pris le pouvoir partout. Donc, je veux dire, La fin de Poutine l'histoire. s'est mis en guerre contre Davos. Ah. Voilà comment on pourrait présenter ça. Est-ce que, alors justement, si nous sommes dans cette approche, au fond, l'Ukraine est une frontière, Oui. au sens large du terme. lieu. Est-ce que ce n'est pas le lieu d'affrontement, finalement, d'un choc de civilisation, Mais au tout à sens fait. Huntington, puisque, au fond, l'Ukraine essaye de se conformer au modèle démocratique occidental, Corrompu, etc. voilà, ouais, voilà. Alors que de l'autre, nous avons un monde qui, justement, ça est sur d'autres valeurs. Et sur d'autres valeurs. Donc, Et c'est ça, un je choc vous posez des- une question. Vous posez une question qui me tracasse beaucoup parce que d'abord, je ne connais pas la réponse. Mais la question que je me pose, c'est celle-ci. C'est est-ce que Poutine n'a pas fait dans sa tête l'analyse que ce monde que vous décrivez, ce monde virtuel, etc., c'est son vrai ennemi. C'est le vrai ennemi de la Russie. C'est un ennemi civilisationnel. Oui, c'est ça. Que quelque part, il pense que, allez, puisqu'il a un fond religieux, que c'est une puissance diabolique. Voilà. Et que donc, il faut se la payer. Et nous sommes revenus donc sur l'équation Huntington, choc Voilà. des civilisations. Mais oui, mais on pensait que ce serait contre la religion mais musulmane. voilà, absolument. Et pas du tout, c'est entre deux blocs chrétiens, un qui garde les valeurs de toujours, mettons, et l'autre qui est devenu fou. Un protestant et un orthodoxe. Oui, c'est pas faux. Et l'Église catholique, on n'entend pas. Oui, Parce que entre les deux. Oui, un puritain et un orthodoxe. Oui, un puritain Plutôt. orthodoxe. Parce que Et dans le la religion puritanisme- orthodoxe, la séparation entre le sacré et le politique n'est pas bien nette. Hein. Ah non. Ça, ils n'ont jamais fait. Hein. Non, absolument. Donc lui, il se voit en chef de guerre, très bien, mais ce que les gens ne comprennent pas, il se voit aussi en chef religieux. Il Oui. est là pour défendre, Oui, un système de valeurs. De valeurs, voilà. mais absolument. je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Hein. Non, 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 c'est... J'essaye de comprendre ce qui passe dans la tête de ce gars-là. Alors, vous dites à un moment, on s'éloigne Bien du sûr. système de valeurs, et on revient à des réalités économiques Tangibles. lourdes. Oui. C'est que dès lors que l'inflation dépassera 10% aux États-Unis, les États-Unis reviendront à la table
des négociations avec la Russie. Oui, bien sûr. Mais ça ne se passera peut-être pas avec Biden. Alors, sans doute pas. Ça se passera avec les Républicains quand ils auront pris le contrôle du Sénat en septembre, quoi, en novembre. Donc vous pensez donc, d'une part, que au midterm, les Républicains vont l'emporter. Écoutez, c'est un tel désastre. Il y a bon, regardez par exemple, le gouvernement américain gueule comme un âne parce que Poutine a envoyé 100 000 hommes en Ukraine. En Ukraine, bon, très bien. Mais il y a 2 millions d'étrangers qui sont rentrés aux États-Unis dans l'autre sens, qui est une invasion aussi. Et ils ne gueulent pas du tout. Au contraire, ils les laissent rentrer, ils les favorisent la rentrée. Donc, où les frontières sont quelque chose de complètement intangible et personne n'a le droit de les franchir, où il y a des frontières qu'on a le droit de franchir et des frontières qu'on n'a pas le droit de franchir. Mais à ce moment-là, il faut se mettre d'accord. Ça dépend si on arrive avec des chars ou sans. Ou sans. Oui, mais d'accord, mais oui. Si vous voulez, j'ai l'impression, les types qui sont arrivés à la fin de l'Empire romain et qui ont passé les frontières, les limes, oui. Ils n'avaient pas de char. Hein. Oui, mais enfin, si, pour tirer par les bœufs, pour y mettre leurs femmes. Pour y mettre leurs femmes, leurs enfants et tout. Voilà. Mais non, sérieusement... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre d'intérêts. La frontière, ou bien c'est quelque chose qui définit une nation, et donc une volonté de vivre ensemble, etc., ou bien c'est un objet transitoire qui n'a pas lieu d'être. Ben, vous ne pouvez pas dire que les frontières américaines sont complètement transparentes pour tout le monde qui décide de passer, et que les frontières ukrainiennes sont complètement intangibles. Ou alors je ne comprends pas pourquoi. Il y a quelque chose ou c'est frontière ou c'est pas frontière. Quoi. Eh bien, précisément, nous allons faire une pause et nous reviendrons sur le problème de la frontière pour la France. Les cicatrices de l'histoire, disait une Géorgienne. Voilà. J'aimais bien. Et pour ce que nous en dira notre président. Chers téléspectateurs, nous continuons à explorer ce dramatique conflit, parce que c'est quand même dramatique, qui se déroule à l'est de l'Europe. Et Charles Gave, dans l'article que vous avez publié sur l'Institut des libertés, vous dites ceci. Le temps des avocats est fini, le temps de l'épée est de retour, ça vous l'avez dit déjà dans la première partie. Et vous ajoutez, Poutine vient de donner un coup mortel à toutes ces billevesées, et notamment Bruxelles, qui est un non-être. C'est un non-être pour une raison assez simple, c'est qu'un corps politique existe s'il y a une volonté de toute ou partie de la population qu'il existe. Si vous voulez, un syndicat dans lequel il n'y a pas un membre du syndicat, un parti politique dans lequel il n'y a pas un membre, ça n'a pas d'existence. Or, aujourd'hui, vous avez les avocats qui ont créé une espèce de structure juridique oui. À Bruxelles dont personne ne veut. Chaque fois qu'on a demandé leur opinion à un peuple européen, comme nous au moment du référendum, ou à la Hollande, il n'en a pas été tenu compte. Donc, Bruxelles a essayé d'enlever la souveraineté des États pour faire passer cette souveraineté dans les tribunaux que Bruxelles contrôle. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de remplacer la souveraineté populaire par une souveraineté de la loi, et en ayant des technocrates qui nomment les juges. L'être par le néant. L'être par le néant juridique. Mais une loi qui n'est pas appuyée sur la... Quand on rend un jugement dans une cour d'assises en France, on rend au nom du peuple français. Oui, bien sûr. Et vraiment, on ne l'aura pas au nom de je ne sais quelle entité bruxelloise, etc. Donc on a une vraie bataille qui a commencé avec la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne, pour que le droit remplace la loi. Et que le droit soit fait par des professionnels du droit. Mais c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'au bout d'un certain temps, les populations vont dire qu'est-ce qui vous donne le droit de m'imposer votre droit ? Donc, automatiquement, on va vers des révolutions. Et donc, ça n'existe pas. Mais ce qui m'amuse, c'est que... pendant cette crise... vous écoutez Madame van der Leyen, je ne sais pas comment elle s'appelle. Van der Leyen, oui. Van der Leyen. Et bien, Madame van der Leyen est en train d'essayer de maintenant développer l'Europe dans la direction militaire. Ils ont déjà créé une espèce de ministre des Finances européen qui n'a pas lieu d'être, puisque c'est interdit par les traités. Oui, et maintenant, ils vont essayer de faire une force militaire. C'est-à-dire qu'ils continuent à essayer de doter l'Europe de souveraineté militaire et monétaire,
alors qu'il n'y a pas de volonté populaire à cet effet. Donc ce que je dis, c'est qu'on va tout droit vers des drames, des troubles, et surtout si l'économie s'effondre, ce qui n'est pas impossible, à ce moment-là, je ne vois pas qui va vouloir rester dans l'euro. Alors, l'euro est une création complètement imbécile. À ce moment-là, je vous donne un exemple, moi je n'en reviens pas de l'euro. Qu'est-ce que font les Allemands? Ils font des voitures. Oui. Ils font des machines pour faire des voitures. Oui. Et c'est des voitures à essence. Oui. Ils avaient le leadership mondial des voitures à essence. Et maintenant, ils font des voitures électriques, mais ils vont acheter les batteries d'un côté et le software aux États-Unis. Et donc l'Allemagne est en train de travailler à sa propre ruine. Encore une fois, pour sauver Gaïa. Voilà. Gaïa, donc je ne vois pas pourquoi les Allemands ont une capacité extraordinaire à se suicider, à suivre des politiques débiles, comme on l'a vu je ne sais pas combien de fois dans leur histoire, et ils recommencent. Et nous, on suit. Et M. Macron n'arrête pas de me parler de la souveraineté européenne. Oui. Il ne peut pas y avoir deux souverainetés. Ou la France est souveraine, ou l'Europe est souveraine. Mais il ne peut pas y avoir une souveraineté européenne dont la France ferait partie. Surtout quand, ça n'existe pas. Le pays, le seul en Europe, possède l'arme nucléaire. Voilà. On ne va pas donner le bouton à un général allemand. Bon, c'est pas un bouton, c'est une valise. Enfin, c'est pas grave. Comment vous pensez que Macron, qui est maintenant président de l'Union européenne, va encore plus ce qu'il a fait ces dernières années, à savoir vider la souveraineté française au profit de celle qui est à Bruxelles? C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'essayer, c'est ce que j'avais dit dès qu'il avait été élu d'ailleurs, s'il va essayer de vendre l'armée française à l'Europe. Oui. C'est ce qu'il va essayer de faire. Vendre le bouton nucléaire? Pas le bouton nucléaire, nos troupes, on les retire du Mali, on va les envoyer en Macédoine. Ou en Grèce, je ne sais pas où, elle a une frontière avec la Roumanie, allez. Oui. Elle a une frontière avec la Roumanie. Donc, si vous voulez, on va faire le contraire de ce que les Allemands ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Français iront se battre et les Allemands iront travailler dans les usines, quoi. On va refaire le STO. Le service du travail obligatoire. Oui. Nous, ce sera le service obligatoire des soldats français, au profit de l'Allemagne. Le nouveau Pierre Laval. Tiens, c'est pas une mauvaise comparaison. Sauf que Laval avait été élu partout et qu'il avait toujours été très, très populaire, alors que Macron n'a jamais été élu personne. Et puis Macron nous fait penser plutôt à Albert Sarraut à la veille de l'invasion, de l'occupation de la rive droite du Rhin par les Allemands en 1936. Hein. Nous ne laisserons pas Strasbourg sous les canons allemands. Et puis il est retourné se faire élire pour la Chambre de Front Populaire de mars 1936. Qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain. À Pétain en 1940. Comment vous jugez le bilan économique d'Emmanuel Macron, en sachant qu'il a commencé à sévir dès lors qu'il a été secrétaire général adjoint à l'Élysée en charge des dossiers politiques, donc il y a déjà 10 ans? Déjà 10 ans, pas tout à fait. Bon, écoutez, pas tout à fait, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous avons un déficit extérieur incroyable, nous avons une dette incroyable, et cette dette n'est pas payée à son vrai prix. Donc, si la dette devait être payée à son vrai prix, c'est-à-dire, mettons, à 3 ou 4%, l'État français fait faillite dans la seconde qui suit. Donc, il a suivi une politique qui asservissait la France. Oui. Donc, il a vendu... par exemple, j'ai fait un article aussi il y a quelques semaines sur son rôle dans le désastre EDF. J'invite les lecteurs à le lire, mais c'est extraordinaire d'avoir... Quand ils sont arrivés au pouvoir, grosso modo, on contrôlait en France les 3 branches du nucléaire, c'est-à-dire tout ce qui était uranium, etc. Areva. De l'autre côté, on avait... les turbines avec Arabelle, Alstom. Etc., Alstom, et puis en troisième, on avait EDF, qui est le distributeur. Et maintenant, si vous voulez, Areva a disparu, Alstom a été vendu, on a vendu les turbines qu'on a rachetées 2 fois plus cher après, mais enfin ça c'est autre chose. Et EDF est en faillite parce qu'on l'a forcé à prendre les pertes d'une politique imbécile qui avait été suivie, où EDF était forcé de vendre son électricité à des soi-disant concurrents qui n'en étaient pas. Et ça a ruiné EDF. Moins cher, Et aligné sur des prix allemands qui s'étaient dispensés. C'est-à-dire que la France a réussi à s'aligner sur des prix de l'électricité qui sont faits à partir du gaz, alors que nous, on ne se sert pas de gaz pour faire de l'électricité. Donc, si vous voulez, si les prix du gaz montent, notre électricité monte comme une fusée, alors qu'il n'y a aucune raison, puisqu'on avait l'électricité nucléaire. Voilà. Donc, c'est quand même... Donc, comment dire, on avait un avantage comparatif par rapport à l'Allemagne, c'était un prix de l'énergie qui était bon et stable, et on a réussi à le foutre en l'air et à en faire un pays instable et mauvais. Et ça veut dire la responsabilité de M. Macron. C'est lui qui l'a organisé tout seul. Ça s'appelle comment, ça?
Je ne sais pas. La trahison? Vous savez, ça peut être simplement L'incompétence. L'incompétence, l'esprit de lucre. Est-ce que vous êtes... Je ne sais pas combien il a touché. Mais voilà. Ouais. Je sais pas. On en parlait avec Jean-Pierre Chevalier des sur la commissions qu'il était susceptible. Vous savez, lorsqu'il a vendu le département. Ça a disparu de son compte, c'est quand même extraordinaire. Oui, c'est curieux. Et pas un journaliste n'a été cherché. Si, il y a ce brave, comment il s'appelle, Berruyer qui a cherché. Oui, il y en a quelques-uns. Hein, mais enfin, ils n'ont jamais rien trouvé. On n'a jamais su où étaient passés ces 3 millions d'euros. Quoi. Oui, absolument. De la commission Pfizer-Nestlé dans le cadre de Rothschild. Mais il ne faut pas aller très loin, il faudra aller fouiller au Luxembourg. Je ne sais pas s'il faut fouiller au Luxembourg. Non, parce qu'au Luxembourg, on le saurait. Non, il faudrait plutôt aller fouiller à Singapour ou dans des coins comme ça. Ah oui, d'accord. Ou peut-être même à Shanghai. Est-ce que vous êtes d'accord, Charles Gave, avec ceux qui disent que le président Macron n'a pas tenu ses promesses? Est-ce que les forces qui l'ont mis en place en ont eu pour leur argent? Ça, je sais pas, il faudrait regarder leur compte à eux, je connais pas. Beaucoup d'entre eux n'ont pas l'air d'être des patriotes très avertis, mais en général, ce sont des gens qui gèrent bien leur boîte. Oui. Ils gèrent très bien leur boîte. Oui. Moi, je ne vais pas leur en vouloir, si vous voulez. Encore une fois, ce que dit De Gaulle, c'est la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Avec Macron, elle s'est faite à la corbeille. Quoi. Donc on a suivi une politique qui a favorisé 5 ou 6 grands groupes, on en paye le prix. Quoi. Mais il n'y a plus de corbeille, comme chacun sait. La corruption existe encore. Bien sûr. Alors justement, on a l'impression quand même qu'au bout de 5 ans, M. Macron nous a fait, vous savez, la phrase de La Fontaine, « Je suis oiseau, vous voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats Oui. ». Bon, oiseau libéral. Mais il n'a jamais été. Et ben voilà. Il n'a jamais été, c'est une plaisanterie. Quand les gens me disent il est social-démocrate, en fait. Non, il n'est pas social-démocrate. Il est... encore une fois, vous raisonnez, à mon avis, si je peux me permettre, avec cette catégorie ancienne gauche-droite. Oui, c'est un homme des armes. C'est pas faux. Des bateaux. Lui, il croit profondément... Il croit aux conneries de Minc et d'Attali et tous ces trucs-là, sur la richesse créée par je sais pas quoi. Donc, non, c'est simplement un esprit faible. Moi, j'ai toujours dit, et les gens m'en ont beaucoup voulu, j'ai toujours dit que Macron était idiot. Ça circule sur le net, on voit encore. Et pourquoi j'ai dit ça? Le problème de Macron, c'est qu'il est idiot, dites-vous. Le problème, voilà. Et pourquoi? Parce que toute ma vie, où j'ai été dans le monde des affaires, j'ai rencontré des patrons qui s'entouraient de gens beaucoup plus intelligents qu'eux, et ça marchait très bien. Mais ça ne leur faisait pas peur. Et ça ne leur faisait pas peur. Et des patrons, en général, qui avaient fait de très bonnes études, qui s'entouraient de gens beaucoup plus bêtes qu'eux. Et ça a écoulé l'affaire en 5 ans. M. Macron s'est entouré d'idiots. Il n'y a pas un homme de son gouvernement. Regardez la qualité des gouvernements, de De Gaulle, de Pompidou ou même de Giscard. Il y avait quand même des vrais poids lourds, des types, si vous voulez, qui ne se laissaient pas impressionner ni par Guillaume. J'imagine qu'il ne serait pas laissé impressionner par Macron. Hein. Même Mitterrand, si ça allait pas dans le bon sens. Même Mitterrand, il avait quand même, de temps en temps, Mitterrand, je ne l'ai pas aimé du tout parce qu'il a fait des tas de conneries, mais j'ai jamais eu honte quand il était à l'étranger. Oui. Ce que je veux dire, il avait une espèce de gravitas qui était... On se rendait compte que, par exemple, il a toujours refusé, mais alors absolument, de re-rentrer dans le commandement militaire unifié de l'OTAN en disant, mais il n'y a qu'une raison, c'est que cette connerie. Bon. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Macron a simplement pas le spectre intellectuel pour être président. Mais néanmoins, on l'a vu. Il prétend l'être une deuxième fois. Oui, mais ça ne veut rien dire, ça. Hein. C'est le fait, si vous voulez, que le type se représente, ça prouve qu'il est très content de lui. C'est un narcisse. Bon, très bien, mais ça ne veut pas dire que les Français vont voter pour lui. Je n'ai jamais rencontré un homme qui était aussi haï. Partout où je vais, les gens détestent. Alors, il y a en effet une détestation impressionnante qu'on rencontre, en effet, de ci, de là. Mais les sondages disent le contraire. Écoutez, je ne sais pas, parce que le sondage qui m'intéresse, c'est celui où il y a, je crois, 63 ou 64% des Français qui pensent que Macron ne devrait pas avoir un deuxième mandat. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire un truc très important pour moi, et ça me remonte de plusieurs côtés à la fois. C'est que plein de gens me disent, je ne sais pas pour qui je votais au premier tour, et je m'en fous. Mais celui qui sera contre Macron au deuxième tour, je voterai pour lui. Tout sauf Macron. Tout sauf Macron. C'est-à-dire que ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque d'avoir un gros absentéisme au premier tour, c'est-à-dire que n'importe qui peut être deuxième, si j'ose dire. Mais au tour suivant, là, tous les Français vont aller voter. Il aura peut-être 25%, mais il n'aura pas de réserve de voix pour le deuxième. Non seulement ça, mais à ce moment-là, les gars qui n'ont pas été votés, il y aura peut-être que 60% des Français qui vont voter parce qu'ils ne savent pas pour qui voter. Mais la deuxième fois, ils diront, alors là, je sais, j'y vais. Et donc, si on voit 90% de voix au premier tour et 60% au deuxième,
Je veux dire 60 au premier et 90 au deuxième, je sais ce que ça veut dire. Mais les Français, Charles Gave, voient leur président systématiquement se défausser sur les crises qu'il rencontre. Nicolas Sarkozy l'avait fait avec la crise des subprimes. Il a été réélu. Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron va l'être. Un chef dit écoutez les gars, je me suis trompé et je ferai mieux la prochaine fois. Il ne dit pas c'est la faute de mon couillon de ministre de l'Intérieur là. Oui, mais là, en l'occurrence, il y avait la Macron guerre va faire contre pareil avec le Covid. Et maintenant, il y a la guerre contre Poutine. Oui, j'ai pas l'impression que les Français ont été enthousiasmés par le traitement du Covid qu'on leur a donné. Oui, mais je sais pas, ça permet d'exercer le contrôle social, ça permet de régner par la peur, ça permet un certain nombre de procédés qui sidèrent l'opinion, qui la modèrent, qui l'encadrent. Qui encadrent les... Moi, je sais que... Je peux vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais dans mon université aux États-Unis, j'étais dans une université où il y avait à peu près 90% de gens d'origine israélite, à New York. Hein. Oui. Et donc, on avait fait des sondages partout. C'était un quartier ouvrier, un endroit ouvrier. Et on nous a demandé de faire un sondage. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de juifs dans les médias aux États-Unis? Oui. Bon, alors il m'avait choisi moi, grand blond aux yeux bleus, pour lui poser la question. Il y en avait les 2 tiers qui disaient ben oui, mais bien sûr, il y en a beaucoup trop. Et puis quand il prenait un petit juif de Brooklyn, non, il y en avait que 20% qui disaient non, pas vraiment, vous savez, on exagère toujours. Donc le sondage peut être extraordinairement influencé par le gars qui pose la question. Si vous avez un gars qui pose la question, que vous répondez et qu'ensuite vous êtes viré de votre boîte parce que le patron a compris que vous votiez contre Macron, eh ben vous allez dire mais non, enfin, Macron il est très bien ça. Oui, c'est Pierre Dac qui avait cette saillie extraordinaire. 20% des accidents de la route sont dus à ceux qui boivent, donc, ce qui veut dire que 80% des accidents de la route sont dus à ceux qui ne boivent pas. Voilà. Et, alors, en réalité, en fait, c'est les buveurs d'eau qui sont des dangers. Voilà. Qui sont des dangers publics, c'est connu. Bon. Mais ce qu'on voit, c'est que les Français voient que leurs présidents sont systématiquement impuissants face aux périls venant de l'extérieur, comme les subprimes, comme le Covid. J'entends bien, mais à partir du moment où vous élisez un gars qui fait partie du monde des bateaux, il va toujours suivre une politique favorable au monde des bateaux. La différence, c'est si vous avez un gars qui est du monde, lui qui a un arbre, et à ce moment-là, il pourra faire quelque chose. Mais vous ne pouvez pas demander... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence qu'il y a eu historiquement entre Juppé et Fabius? À part que tous les deux ont un conseil... sont au Conseil constitutionnel. Oui, et tous les deux ont comment on appelle ça quand on a commis un crime, vous savez, un casier judiciaire. Casier judiciaire. Donc pour être président du Conseil constitutionnel, il faut un casier judiciaire. Oui. C'est une condition requise. Donc je ne suis pas éligible. Ils se sont votés des augmentations hors la loi, supplémentaires. Bien entendu, mais ça... C'est l'Institut de recherche fiscale... non, l'IREF. C'est l'IREF. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous avez élu un gars qui est un représentant parfait de ce qui nous a amené dans la merde dans laquelle on est. Il va pas renier. Si vous voulez, tout ça, ça commence avec Giscard. Hein. Toute cette espèce de mouvement vers le globalisme, ça a commencé avec Giscard. Puis ensuite Mitterrand, parce qu'il a écouté cette Anne d'Atali. Et puis voilà, donc on en a eu Mac, etc. Donc ça fait 50 ans qu'on suit cette politique. Les Français sont en train de s'en rendre compte que ça ne marche pas du tout. Et on va leur dire, mais il faut continuer à élire Macron parce qu'il connaît les mécanismes, les rouages du système. Mais ce n'est pas un système dont on doit connaître les rouages, c'est un système qu'on doit casser. Mais est-ce qu'il est aujourd'hui un candidat qui n'est pas du système? Oh bah oui, vous en avez un, il y a ce brave Zemmour qui n'est pas du système. Parce que Le Pen, maintenant, elle en fait partie quelque part. Elle a réussi à rentrer dans le système. On a maintenant celui qui est l'objet de toutes les détestations. Ça, manifestement, oui. Moi, j'ai pas de... J'aime bien Zemmour, j'ai pas réussi à travailler pour lui, mais ça, c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir. Donc il vous paraît être un candidat hors système? Il parle de la France. Oui, en effet. Ce que je voulais dire, c'est quand même le seul gars qui parle de la France. Les autres, ça fait 50 ans que je n'ai pas entendu parler du pays, quoi. On m'a parlé du PIB, on m'a parlé de l'Europe, on m'a parlé de la démocratie, on m'a parlé de ça, mais on m'a jamais parlé du pays depuis 50 ans. Il n'y a pas un gars qui m'a parlé du pays. Et en matière économique pure, on constate que Emmanuel Macron a distribué 60 milliards d'euros par an aux entreprises sous forme d'allègement et de suppression d'impôts. Et en même temps, on a perdu 1 million d'emplois dans l'industrie. C'est normal.
Parce j'imagine qu'il les distribue en particulier aux grandes entreprises et que 90% des emplois sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes. Donc les gars, ils n'ont rien vu. Hein. Je peux vous parler, si vous voulez, je peux vous faire venir ici mon artisan à Avignon. Mon charpentier vous expliquera que lui, il peut pas... Il a rien vu. L'allègement des charges, ça a dû toucher le réel, j'imagine. Non, bien sûr. Et sur le chômage partiel ou le fonds de solidarité pour les entreprises, est-ce que c'était, à vos yeux, des décisions contestables? Mais j'en sais foutre rien, parce que c'est comme d'arranger les chaises sur le pont du Titanic, vous savez, pendant qu'il est en train de couler. À quoi ça sert? Ce qu'il faut, c'est que, il n'y a qu'un truc à faire. Vous devez faire un audit des dépenses de l'État pour savoir où passe notre pognon. Est-ce que vous avez la moindre idée de où passe votre fric? 62% de la richesse française maintenant passe par l'État. Et j'ai pas la moindre idée. Les casernes, ça marche pas du tout. L'armée, c'est un désastre. La police, c'est un désastre. La justice, c'est un désastre. L'éducation, c'est un désastre. Les hôpitaux, c'est un désastre. Mais qu'est-ce qu'ils font de notre fric? Oui, bonne question. La seule question de l'élection présidentielle, ça devrait être, mais qu'est-ce qu'ils font de notre fric? Je veux un audit. Je veux savoir où passe mon fric. À qui ça va? Bon, il y a Charles Pratt qui dit qu'il y a 60 milliards ou 53 milliards, je sais pas quoi, de fraude, qu'il y a 3 millions de cartes vitales de trop. Et nous avons fait une émission récemment qui montrait que la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, est partie sur les marchés chercher 26 milliards. Oui. Alors qu'elle devait terminer maintenant, la CADES. Elle aurait dû être finie. Absolument, absolument. Donc il y a le vrai problème, c'est qu'on a... Où est la fuite? Où sont les fuites? Ben, j'en sais foutre rien. C'est justement pour ça que j'aimerais le savoir. Moi, je suis économiste, j'essaye de comprendre. Ce que je sais, c'est que j'embauche un gars, un ingénieur tout à fait compétent, mais dont je le paye, allez 40 000, hein, pour donner un chiffre. Il va me coûter 80 000. Oui, bon, bien sûr. Très bien. Lui, il va toucher 40 000. Là-dessus, il va payer 10 000 d'impôts, allez. Donc, il va lui rester 30 000. Puis ensuite, il va payer 20% d'impôts sur la TVA. Donc, il va lui rester... Donc, grosso modo, le type, il touche 16 000, il me coûte 80 000, et entre les deux... Bah oui, où est passé le pognon? Où est passé le pognon? Est-ce que ce n'est pas les actionnaires de ces grandes entreprises, justement, qui récupèrent le pognon? Parce qu'on voit qu'en 2021, des entreprises comme Bridgestone, Sanofi, Nokia ont perçu des aides, alors qu'elles ont annoncé des suppressions de postes. Et cette même année, en 2021... C'est une idée complètement stupide. La France, championne du monde des distributions de dividendes avec 51 milliards de dollars. Mais j'espère bien. Il est parti là, le pognon? Mais jamais de la vie. La réalité... Non, ça c'est encore une idée fausse. C'est que la plupart des entreprises dont vous parlez, L'Oréal, Bridgestone, etc., sont des entreprises qui ne font rien en France, qui ont leur siège social en France. Donc elles gagnent de l'argent, mais il n'y en a pas une qui exerce quoi que ce soit en France. Par exemple, Air Liquide, que j'aime beaucoup, ils ont leur siège social en France, ils ont quelques ingénieurs qui sont là, mais tout se passe à l'extérieur. Donc la France a cette chance inouïe d'avoir une dizaine d'entreprises qui sont incroyablement bien gérées, dans lesquelles le talent français continue à se perpétuer. Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est comme de fermer Henri IV et Louis le Grand. Oui. On veut liquider ceux qui font du bon boulot. Mais il ne faut pas oublier que si on n'avait pas ces entreprises, notre balance des comptes courants serait abominablement déficitaire parce qu'ils payent des dividendes monstrueux et gagnent de l'argent à l'extérieur et que ça revient en partie en France. Donc encore une fois, foutez bien la paix à ceux qui gagnent du pognon. Ça veut dire qu'ils sont plus sous la coupe de l'État. Et libérez ceux qui sont sous la coupe de l'État. Mais ne mettez pas sous la coupe de l'État ceux qui gagnent du pognon à l'étranger aujourd'hui. C'est d'une bêtise insondable. Je ne veux pas vous faire de peine. Hein. Ah mais moi, vous ne me faites pas de peine, moi je pose une question. J'y réponds. J'y réponds, comme disait Milton Friedman, je n'ai jamais rencontré une baisse d'impôt que je n'aimais pas. Oui, vous détestez toutes les... Si vous voulez, l'impôt, c'est grosso modo, vous donnez du pognon à un gars qui en général le gère mal, et qui le prend à vous, qui en général le gère bien. Bien sûr, oui. Je vous signale que dans le Nouveau Testament, la parabole des talents, le Christ ne te prend pas deux talents au type qui a bien bossé pour le donner à celui qui a rien foutu. Non. Mais il le revoit en prison, celui qui a rien foutu. En effet, mais il donne la même chose à celui qui est arrivé à la 11e heure. Oui, parce que ça, probablement, le coût marginal le prix marginal était monté entre les deux. Voilà. Le prix du raisin était monté entre le moment où il est venu et il est sorti. Donc il a vendu, il a acheté, puisque ça lui rapportait plus, lui, de les payer à le même prix. Puis en plus, ça ne regarde pas le travailleur combien vous payez chacun des gars. Oui. Comme le dit le Christ, le maître, il dit « Je fais ce que je veux de mon bien ». Oui, en effet. Donc, si vous voulez, l'État n'a pas à s'occuper de la façon dont je gère mon bien. Qui d'ailleurs veut dire deux choses. Bien, c'est ce que j'ai, et je fais le bien avec mon bien. Oui, mais on ne peut pas aussi demander à l'État de nous venir en aide.
Ben non, mais je vous signale que le maître, il ne demande pas ce qu'on vient d'en aide. Ouais, enfin, ces entreprises, Bridgestone, Sanofi, mais c'est pas ça, si on leur file ont reçu des aides. Non, mais pourquoi, elles les avaient pas pourquoi les demandé. réfugiés Elles les avaient pas demandé. Elles les avaient pas demandé. Je vous signale qu'elles payent sans doute 3 fois plus en France que... Donc l'idéologie capitaliste macroniste, c'est vendre, acheter, fusionner, scinder, c'est ça qui a fait perdre le pognon à la France, comme vous dites? Non, la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises, d'après les calculs de l'INSEE, est à peu près à 40% de ce qu'elle est en Suisse. Oui. C'est-à-dire que si vous avez 100 de chiffre d'affaires, la marge brute pour une société suisse, c'est 27-28, et la marge brute pour une société française, c'est 17-18. Oui. Donc, ça veut dire simplement que si vous devez faire une usine, il faut la mettre en Suisse. Et la mettre en France, c'est débile. Et si vous la mettez en France, vous ferez faillite. Donc ce qu'il faut, c'est simplement faire monter la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises. Et la seule façon de le faire, c'est de cesser que l'État ne prenne tout. Alors, on va traverser la Manche quelques minutes, si vous voulez bien. Bien sûr. Parce que, bon, il y a le Brexit, personne n'ignore ce qui s'est passé. Non. Mais les performances de l'économie anglaise sont absolument prodigieuses, extraordinaires. Et vous trouvez ça surprenant? Non, je vous pose la question. C'est ce que j'avais dit à tout le monde. Vous l'aviez dit, vous avez été prophète, en effet. Je ne connais pas d'exemple d'un pays qui devient plus libre et qui s'appauvrit. Je connais des tas d'exemples de pays gérés par l'anarchie qui s'appauvrissent parce qu'on n'arrête pas de les emmerder. Si vous pensez que la fonction publique est capable de créer de la richesse, vous ne comprenez pas pourquoi l'Union soviétique a disparu. Ce qui crée la richesse, c'est l'entrepreneur et la liberté individuelle, les deux ensemble. Et donc, on s'est augmenté massivement. Par exemple, l'Angleterre, vous regardez ses exportations vers l'Europe, elles stagnaient depuis 10-15 ans parce qu'il ne se passait rien en Europe. L'Europe était en train de crever à petit feu avec l'euro. Et puis les exportations anglaises vers le reste du monde, elles explosaient. Oui. Et maintenant, ils sont libérés de l'euro, ils sont libérés de toutes ces bêtises, elles continuent à exploser là. Ils n'étaient pas dans l'euro, de toute façon. Ils n'étaient pas dans l'euro, mais enfin, ils avaient quand même, mettons, une zone euro autour d'eux. Une zone euro autour d'eux que la politique a amené dans une période de stagnation totale. Donc, si vos principaux clients, vous avez 70% de leurs exportations qui allaient vers la zone euro, si elle se met à stagner, leurs exportations stagnent. Donc, pendant longtemps, ça leur fait comme un frein. Mais quand maintenant on est 70% d'exportation vers le reste du monde, ils n'en ont plus rien à foutre de l'euro. Moralité, si la France sortait de l'Europe, mais si l'euro disparaissait, la croissance. Si l'euro disparaissait, je veux dire, l'euro, c'est la machine à tuer l'Europe. C'est ce que j'avais mis dans mon premier livre. Oui. J'avais dit, ils ne se rendent pas compte, ils sont en train de tuer l'Europe. C'est la machine à tuer l'Europe. Et l'Europe que j'aimais, c'est-à-dire celle de la diversité. Moi, je considère, par exemple, les Français ont 70% de fonctionnaires de plus que les Allemands. Et tout le monde dit, il n'y a qu'à foutre les fonctionnaires à la porte. Je leur dis, mais pas du tout. Les Français, ils sont peut-être très contents d'avoir 70% de fonctionnaires de plus. C'est un choix politique. Moi, j'ai rien à dire sur ce truc-là. Mais par contre, je peux pas avoir Laissez-leur une monnaie. Mais par contre, je peux pas avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne. Voilà, je peux pas payer les fonctionnaires français en Deutschmark. Voilà. Foutez-moi bien la paix. Je les paye en francs français. Voilà. Et le franc se déprécie. Et le franc se déprécie, c'est pas la fin du monde. Voilà. Comme disait Mme Thatcher, le problème avec les hommes politiques, c'est qu'ils prennent le taux de change pour un symbole de virilité. Alors... Venant d'une femme, c'est intéressant. C'est rigolo. Les types s'imaginent qu'avoir une monnaie forte, comme c'est tous des vieux monsieur, oui. C'est... Non. Savoir, vous voulez dire une érection forte? Voilà, c'est d'avoir une érection considérable. Mais non. Bon, alors là, c'est important. On va se faire encore taper dessus. Mais non, quoi. Le truc de la monnaie forte, une monnaie forte, ça n'existe pas. La Suisse est une monnaie forte, mais ils n'ont jamais voulu être une monnaie forte. Cherché, oui. Ils sont juste bien gérés. Le franc suisse est monté de 50% vis-à-vis de l'euro depuis 2000. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Oui. Il pète la forme. Donc, c'est comme de se fixer sur le prix de la baguette de pain. C'est un prix, le taux de change. Ça ne fait que refléter ce que vous êtes. Ce que fait le pays, ce qu'il est bien géré, s'il est mal géré. Et quand on a un âne comme Trichet qui veut avoir le taux allemand, on n'a plus le temps. Finissez. Non, mais je dis simplement, il faut simplement foutre la paix à ceux qui créent de la richesse. Tout dans la vie est fait selon la loi de Pareto. 80% de la richesse est créée par 20% des mecs. Oui. Donc un pays normal, il foutrait bien la paix aux 20%. Il leur dirait, allez-y les gars, on va vous aider. C'est ce que font les Suisses. Et puis les 80%, ensuite, on se répartit la manne. Et en fait, en France, on fait tout pour les emmerder. Donc si vous arrêtez pas, si vous mettez en tôle, si vous empêchez celui qui
celui qui fait 4 talents avec 4 talents dans le... Eh ben, on reste qu'avec celui qui fait qu'un talent. Et à ce moment-là, on se le partage et il n'y a plus rien. Eh bien, voilà une conclusion. En attendant la suite des événements qui, malheureusement, pour ce qui est de l'Ukraine, sont relativement inquiétants et on est loin d'en avoir fini. Mais regardez les financières en bourse à Paris. Oui. Regardez les financières en bourse à Paris. Parce que si elles commencent à se viander de façon extraordinaire, ça veut dire que ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire cette espèce de rupture du système... Oui. Eh ben, Et a commencé. Ça y est. Et qu'ils commencent à rendre compte. Donc Alors si vous voyez la Générale, la BNP, etc., commencer à se viander, personne ne comprend pourquoi. Oui. C'est qu'il y a un lot. Ouais. Eh bien, nous allons être attentifs, nous allons regarder ça de très près. Merci. Merci, Charles Gave. Merci, Charles Gave. Merci, Pierre, et chers téléspectateurs, à très bientôt.